Il existe dans le soin des décisions qui ne se prennent pas dans le fracas. Elles ne font pas la une, elles ne produisent ni spectacle ni éclat, elles ne relèvent pas de l'exploit technique ni même parfois de l'urgence telle qu'on l'imagine. Et pourtant, ce sont souvent les plus lourdes. Ce sont ces moments où la médecine sait encore intervenir, mais hésite sur le sens même de son intervention. Ces moments où l'on peut prolonger, mais où l'on ne sait plus avec certitude s'il est juste de prolonger. Ces moments où l'on peut maintenir, traiter, poursuivre, explorer, réanimer parfois, mais où une autre question plus grave, plus silencieuse s'impose. Que faisons-nous exactement au nom du soin? Car soigner n'est pas seulement agir, soigner parfois c'est discerner, et discerner dans certains cas devient infiniment plus difficile que prescrire. Que faut-il faire lorsqu'un patient n'est plus en mesure d'exprimer sa volonté? Que faut-il faire quand la famille espère encore alors que l'équipe soignante voit poindre l'impasse? Que faut-il faire lorsque l'arrêt d'un traitement paraît plus humain que sa poursuite, mais que nul ne peut porter une telle décision avec légèreté? Dans mon métier, ces questions existent. Elles ne sont ni abstraites, ni théoriques, ni lointaines. Elles surgissent au chevet, dans les couloirs, dans les réunions, dans les silences des proches, dans la fatigue morale des équipes. Et c'est précisément pour cela qu'il existe dans certains établissements médicaux ce que l'on appelle un conseil éthique clinique, ou plus exactement, selon les lieux, un espace, un centre ou une consultation d'éthique clinique. Son rôle n'est pas de faire disparaître le tragique, ni de fabriquer des réponses parfaites, mais d'ouvrir un lieu de réflexion lorsqu'une décision médicale devient aussi une décision morale. À l'Assistance publique Hôpitaux de Paris, par exemple, le Centre d'éthique clinique de l'hôpital de Cochin, créé en avril 2002, a été conçu pour aider à penser ces situations ressenties comme éthiquement difficiles, en associant plusieurs regards. Alors aujourd'hui, j'aimerais que nous prenions le temps de comprendre cela, non pas pour compliquer inutilement la médecine, mais pour voir au contraire à quel point elle devient profondément humaine lorsqu'elle accepte de ne pas se réduire à la seule efficacité. Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé une excellente semaine en compagnie de vos proches ou tout seul, car il faut savoir aussi profiter de sa propre compagnie. Pour les nouveaux qui me regardent pour la première fois, prenons un moment pour faire connaissance. Je m'appelle Rebecca et sur ma chaîne Rebecca vous raconte, l'objectif c'est de nous apprendre à mieux nous exprimer et à comprendre le monde. Si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, abonnez-vous et n'hésitez pas à activer la cloche de notification afin d'être au courant de mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose que l'on montre très peu et que l'on connaît pourtant très mal, alors même que cela touche à des questions fondamentales. La vie, la dignité, la souffrance, la volonté, la limite. Dans mon métier, il existe ce que l'on appelle le CEC, c'est-à-dire, selon les institutions, un conseil, un centre ou une consultation d'éthique clinique. Pour éviter toute confusion, je précise une chose importante. Il n'existe pas à l'échelle nationale un unique CEC défini partout de la même manière. En revanche, il existe des dispositifs locaux de réflexion éthique et le Centre d'éthique clinique de Cochin, à l'APHP, constitue en France un modèle bien documenté de cette pratique. Il est né en 2002 et se présente comme un lieu d'aide à la décision lorsque celle-ci est perçue
comme éthiquement difficile par les patients, les proches ou les équipes. J'aimerais dans cette première vidéo faire 3 choses. D'abord, nommer ce qu'est l'éthique clinique avec des mots clairs. Ensuite, expliquer d'où vient ce besoin de réflexion collective dans le monde du soin. Enfin, montrer pourquoi cela nous concerne tous, y compris lorsque nous ne sommes pas du corps médical. Car ce sujet n'appartient pas aux seuls professionnels. Il touche chacun de nous. Il touche la manière dont une société traite la vulnérabilité. Il touche la manière dont nous regardons le malade, non comme un cas, mais comme une personne. Il touche aussi la manière dont nous concevons la responsabilité. Faut-il toujours tout faire dès lors que l'on peut faire? Ou bien existe-t-il des circonstances où la justesse exige de renoncer à la toute-puissance technique? C'est à ces questions que nous allons répondre ensemble. Le mot éthique est souvent employé parfois à tort, parfois à vide. On l'invoque volontiers pour donner de la gravité à un propos sans toujours préciser ce qu'il recouvre. Or, dans le champ du soin, l'éthique n'est pas une décoration intellectuelle. Elle naît là où les règles générales à elles seules ne suffisent plus pour répondre à une situation singulière. Autrement dit, l'éthique commence souvent là où l'on ne peut plus se contenter d'appliquer mécaniquement. Et le mot clinique ici est décisif. Il rappelle que nous ne parlons pas d'une réflexion abstraite, suspendue au-dessus du réel, mais d'une réflexion adossée à une situation concrète, à une personne réelle, à une histoire singulière, à une équipe, à des proches, à un contexte bien déterminé. L'éthique clinique n'est donc pas une philosophie désincarnée. Elle est une réflexion appliquée à des cas vécus. Accouchant cette pratique décrite comme une aide à la décision dans les situations où la décision médicale recèle un dilemme moral, le centre reçoit des sollicitations de patients, de proches ou de soignants et procède à une délibération après avoir recueilli les points de vue des différentes parties concernées. La méthode revendiquée ne consiste pas à juger de l'extérieur, mais à faire émerger les enjeux médicaux et extramédicaux d'une situation donnée. C'est là une nuance capitale. L'éthique clinique ne remplace ni la loi, ni la compétence médicale, ni la volonté du patient. Elle ne vient pas confisquer la décision. Elle vient éclairer ce qui, dans une situation, excède la simple technicité. Quand un traitement devient-il déraisonnable? Quand le respect d'une volonté exprimée autrefois doit-il primer? Comment articuler ce que veut la famille, ce que comprend l'équipe et ce que l'on sait ou croit savoir du patient lui-même? L'éthique clinique se tient précisément dans cet espace, un espace inconfortable, mais nécessaire. Si de tels espaces ont vu le jour, ce n'est pas par goût de la complication. C'est parce que la médecine moderne est devenue extraordinairement puissante. Elle sait diagnostiquer plus tôt, elle sait maintenir plus longtemps, elle sait supplier, contourner, compenser, prolonger. Mais à mesure que son pouvoir s'accroît, une question devient plus aiguë. Au service de quoi ce pouvoir s'exerce-t-il? Le CCNE, le Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, a précisément été créé en France en 1983 pour éclairer les problèmes éthiques soulevés par les progrès de la connaissance en biologie, en médecine et en santé. Son existence même dit quelque chose de notre époque. Plus la puissance scientifique augmente, plus le besoin de délibération éthique devient
pressant. Mais entre l'éthique nationale, les avis généraux, les grandes orientations et la réalité d'un service hospitalier, il fallait aussi des lieux plus proches du terrain. C'est de cette nécessité qu'est née entre autres l'éthique clinique, telle qu'elle s'est structurée à Cochin au début des années 2000. Le Centre d'éthique clinique de l'AP-HP a été créé en avril 2002 dans le contexte des droits des malades et du développement d'une réflexion plus collégiale sur les décisions sensibles. Il est ouvert aux patients, aux proches et aux équipes confrontées à une décision ressentie comme éthiquement difficile. Autrement dit, la question n'était plus seulement que permet la médecine, elle devenait que rend-elle souhaitable, supportable, juste ou humainement acceptable. Et cela, aucun protocole ne peut l'épuiser entièrement. Il faut être précis ici. Dire que la médecine ne suffit plus ne signifie pas qu'elle devient inutile. Cela signifie qu'elle ne suffit plus seule à produire le sens des décisions. Prenons quelques situations typiques. Un patient atteint d'une maladie grave et incurable peut être maintenu par des thérapeutiques intensives, alors même que l'amélioration attendue devient extrêmement incertaine. Une personne peut avoir exprimé à un moment antérieur le refus de certains traitements, tandis que ses proches au présent demandent qu'on poursuive tout ce qui est possible. Une équipe peut constater qu'un traitement prolonge davantage le processus de mourir qu'il ne sert véritablement la vie du patient. Dans ces situations, il ne s'agit pas seulement de savoir ce qu'il est possible de faire, il s'agit de savoir ce qu'il est juste de poursuivre. Le droit français encadre très clairement certains de ces points. La loi du 2 février 2016, intitulée Loi Claeys-Leonetti, rappelle d'une part que toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement, et d'autre part que toute personne a droit à des soins visant à soulager sa souffrance. Elle s'inscrit aussi dans la logique du refus de l'obstination déraisonnable, c'est-à-dire la poursuite de traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou n'ayant d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. La HAS, la Haute Autorité de Santé, de son côté, rappelle que lorsqu'un patient ne peut plus exprimer sa volonté et qu'un arrêt de traitement de maintien en vie est envisagé pour éviter une obstination déraisonnable, la décision doit être prise dans le cadre d'une procédure collégiale, en consultant notamment les directives anticipées lorsqu'elles existent. Nous voyons bien ici ce qui se joue. La décision n'est pas seulement médicale, elle engage une certaine idée de la personne. Elle engage le rapport entre l'autonomie, la protection, le soulagement, la fidélité à la volonté et la responsabilité collective. C'est précisément à cet endroit que l'éthique clinique devient indispensable. Dans l'imaginaire collectif, on suppose parfois que ce type de réflexion appartient exclusivement aux médecins. Or, c'est une représentation insuffisante. La richesse d'un dispositif d'éthique clinique tient justement à la pluralité des regards. Dans le cas du Centre d'éthique clinique de Cochin, les documents publics indiquent la participation de médecins, de soignants, de chercheurs en sciences humaines et sociales et aussi de citoyens, tous formés à l'éthique clinique. Les consultations consistent à rencontrer les différentes parties concernées et à recueillir ce qui fonde leur position dans un esprit d'égalité et sans préjugés. Pourquoi cette diversité est-elle si importante? Parce qu'un patient n'est jamais réductible à ses paramètres biologiques. Il est aussi une biographie, des liens, des valeurs, une représentation de la dignité, une manière singulière d'habiter sa vulnérabilité. Le médecin apporte l'intelligence du pronostic, des options thérapeutiques, des bénéfices et des risques. Les soignants apportent souvent une connaissance plus continue du patient, de son quotidien, de son confort,
de sa manière d'endurer ou de s'épuiser. Les proches, quant à eux, apportent la mémoire de la personne, ses habitudes, parfois ses convictions, parfois aussi leurs propres espérances ou leurs propres peurs. Les juristes rappellent le cadre du droit. Les chercheurs en sciences humaines et sociales permettent de ne pas réduire la décision à un calcul technique. Et cette polyphonie est précieuse parce qu'une décision juste n'est pas toujours celle qui paraît la plus simple. C'est souvent celle qui a accepté d'écouter davantage. C'est ici que les choses deviennent souvent les plus sensibles. Le patient d'abord n'est pas un figurant de sa propre prise en charge. Le droit français rappelle le principe du consentement libre et éclairé, ainsi que le droit du patient de refuser un traitement. La charte de la personne hospitalisée rappelle, elle aussi, que l'information doit être loyale et accessible, que la personne participe au choix thérapeutique qui la concerne et qu'aucun acte médical ne peut être pratiqué sans son consentement, sauf exception prévue par la loi. Mais que se passe-t-il lorsque le patient ne peut plus parler? C'est là qu'intervient la personne de confiance. L'article L 1111-6 du Code de la santé publique prévoit qu'une personne majeure peut désigner une personne de confiance consultée lorsqu'elle est hors d'état d'exprimer sa volonté. Le test précise que cette personne rend compte de la volonté du patient et que son témoignage prévaut sur tout autre témoignage. Cette précision est capitale. La personne de confiance n'est pas censée dire ce qu'elle personnellement voudrait à la place du patient. Elle est censée porter au plus près la volonté du patient lui-même. La famille, quant à elle, occupe évidemment une place humaine majeure. Elle souffre, elle accompagne, elle espère, elle résiste parfois à l'idée de perdre. Mais l'éthique clinique oblige justement à distinguer plusieurs plans. Ce qui soulage les proches, ce que souhaite l'équipe et ce que l'on peut encore raisonnablement rapporter à la volonté ou à l'intérêt du patient. C'est une distinction douloureuse mais nécessaire, car aimer quelqu'un ne suffit pas toujours à savoir ce qui est juste pour lui. Il faut ici dissiper un malentendu fréquent. Un centre, une consultation d'éthique clinique n'est ni un tribunal, ni un organe disciplinaire, ni une instance qui dicterait autoritairement la décision finale. À Cochin, la méthode publique décrite consiste à recevoir une saisine lorsqu'une décision est ressentie comme éthiquement difficile, puis à rencontrer en entretien les différentes parties concernées, patients, proches, soignants, afin de recueillir les éléments utiles à la délibération. Les entretiens sont menés à deux, un soignant et un non-soignant, précisément pour mieux faire apparaître la pluralité des enjeux médicaux et extra-médicaux. Il y a là une leçon très importante. Avant de décider, on écoute. Avant de conclure, on reformule. Avant de trancher, on complexifie. Dans un univers hospitalier, souvent traversé par l'urgence, cette temporalité est en elle-même précieuse. L'éthique clinique introduit du ralentissement là où la précipitation peut devenir injuste. Elle introduit de la délibération là où le rapport de force, la fatigue ou l'émotion pourraient prendre toute la place. Elle introduit de la nuance là où chacun pourrait être tenté de réduire la situation à sa seule vérité. Et cela change énormément, car nombre de conflits apparents ne viennent pas seulement de désaccords sur le fond, ils viennent aussi du fait que chacun n'a pas été véritablement entendu dans ce qui fonde sa position. Il y a dans l'existence même d'un conseil ou d'une consultation d'éthique clinique une leçon anthropologique très forte. Elle nous dit que le soin ne peut pas être pensé seulement comme une somme de techniques bien exécutées. Le soin est aussi une manière d'habiter la limite,
une manière de rencontrer une vulnérabilité sans l'écraser, une manière de faire droit à la singularité d'une personne, même lorsque la rationalité médicale tend vers des protocoles généraux. La démarche palliative, telle que la Haute Autorité de la Santé l'a définie, va d'ailleurs dans ce sens. Elle vise à soulager la douleur, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage. Elle se déploie précisément dans les situations complexes où le respect des choix de la personne et la qualité de la fin de vie deviennent centraux. Ce vocabulaire est important. Soulager, apaiser, sauvegarder la dignité, soutenir l'entourage. Nous sommes déjà loin d'une vision exclusivement technique de la médecine. Et c'est peut-être cela, au fond, que révèle l'éthique clinique. La médecine devient plus grande quand elle accepte de ne pas se croire suffisante à elle-même. On pourrait croire qu'il s'agit là d'un sujet réservé aux professionnels, aux services hospitaliers, aux situations extrêmes. Ce serait une erreur, car ce que nous examinons ici, ce sont des questions qui débordent largement le seul cadre médical. Qu'est-ce qu'une vie digne? À partir de quand persévérer devient-il une forme d'aveuglement? Comment respecter quelqu'un lorsqu'il ne peut plus parler? Quelle place donner à la parole antérieure d'une personne? Comment articuler autonomie, solidarité, protection et vérité? Ce sont des questions de civilisation. Et si elles nous mettent mal à l'aise, c'est précisément parce qu'elles nous obligent à reconnaître que le soin n'est pas omniprésent, que la famille n'a pas toujours raison, que le professionnel n'est pas un pur technicien et qu'aucune décision grave ne sort indemne de sa propre gravité. Comprendre l'existence de ces espaces, c'est donc changer de regard. C'est cesser de croire que les décisions médicales les plus lourdes se réduisent à des choix froids. C'est voir qu'elles sont traversées par des tensions profondes, par des fidélités contradictoires, par des obligations parfois incompatibles. Et c'est peut-être aussi apprendre collectivement un peu plus d'humilité. En conclusion, comprendre ce qu'est le conseil ou le centre d'éthique clinique, ce n'est pas seulement découvrir un dispositif méconnu, c'est comprendre quelque chose de plus vaste. C'est comprendre que la médecine, lorsqu'elle rencontre ses propres limites, n'est pas condamnée à la brutalité de la seule efficacité. Elle peut choisir la délibération, elle peut choisir l'écoute, elle peut choisir la nuance. Elle peut reconnaître qu'une décision médicalement possible n'est pas toujours pour autant humainement juste. Et dans un monde qui valorise tant la vitesse, la performance, la réponse immédiate, il y a quelque chose de profondément précieux dans l'existence de ces lieux où l'on accepte de ralentir pour mieux décider. Non pas parce que l'hésitation serait une faiblesse, mais parce que certaines décisions exigent d'être portées avec plus de conscience que de certitude. Et c'est peut-être cela, au fond, que ces espaces nous enseignent. Qu'au moment où la technique cesse de suffire, ce n'est pas l'impuissance qui doit parler, mais la responsabilité. Chers amis, nous arrivons déjà à la fin de cette vidéo que j'ai eu beaucoup de plaisir à vous partager. Dans les prochains épisodes, nous irons plus loin. Nous prendrons des situations concrètes, nous entrerons dans des cas réels ou inspirés du réel. Et nous verrons comment une réflexion éthique peut éclairer une décision sans jamais la simplifier. Et vous, dites-moi en commentaire, cette vidéo vous a-t-elle parlé? Vous a-t-elle plu? Avez-vous déjà été confronté à ce type de situation? Et surtout, pensez-vous qu'en médecine, il faille toujours faire tout ce qui est techniquement possible? Ou bien considérez-vous qu'il existe des moments où la justesse consiste précisément à ne pas aller plus loin? La discussion continuera dans les commentaires. Je vous retrouve dimanche prochain, même heure. Et si vous souhaitez poursuivre cette réflexion avec moi, vous pouvez vous abonner et activer la cloche de notification. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Avec toute ma considération, Rebecca.